Cube Radio. Richard, mon amour, c'est l'heure de l'apéro. Si tu me demandes ça comme ça, là, j'irai pas prendre l'apéro avec toi. Hey Richard, c'est vraiment le fun de recommencer ce concept-là des balados, mais de le faire à la maison. Qu'est-ce que tu en À fais? la maison, chez nous. Parce que c'est ça l'idée de faire nos balados. C'est que les gens sont comme un petit oiseau qui assiste à des conversations qu'on aurait réellement dans la vie de tous les jours. Sauf que là, il se trouve qu'il y a des petits micros qui enregistrent. Mais là, on est super content de partir un nouveau concept. Là, ils sont chez nous. On va pouvoir faire Lucie Laurier, Anne Cassabonne, Guillaume le Métis-Vierge. On va pouvoir faire plein de gens comme... Alexis Cossette-Trudel qui va faire le service. Toute la gang va pouvoir venir sans masque, sans vaccin. Non, On va pouvoir se frencher, puis hey, c'est très beau. Alors écoute, le concept, je l'adore. Et c'est toi qui as trouvé le nom en plus, apéro piquant. Et pourquoi piquant, M. Martineau? Il faut que ça pique. Non, c'est pas ça. Ah, que t'es mauvais pour vendre tes concepts. C'est parce que t'es un petit peu baveux, puis moi, je suis un petit peu baveuse. Fait que l'idée, c'est de prendre l'apéro avec des invités, puis de les gosser. Les gosses. Les gosser un petit peu, mais sur un ton sympathique, évidemment, en mangeant des olives. Les cuire lentement. Non! Les faire mijoter dans leur jus. C'est pas gentil. Si on le présente comme ça, il y a personne qui va vouloir venir chez nous. Mais oui, j'avoue qu'on peut dire piqué. Je te concède. Bon, Richard qui a encore la bouche pleine, et tu sais que recevoir André Ducharme pour l'apéro, on aurait dû y penser, on aurait dû le recevoir avec des petites saucisses cocktail avec de la sauce VH. Dans un sketch de Marie-Josée Tafer, il riait de son émission de cuisine qui avait parfois des recettes un peu simplistes. Oui, un peu simplette même, je dirais. Et là, c'était justement la recette saucisse cocktail dans la sauce VH. Ingrédients, 1 saucisse cocktail, 2 sauce VH. Mais toi, il me semble que c'est ton genre de recette, ça. Je suis un grand fan de l'RBO, je revois souvent leurs sketchs. Puis d'ailleurs, il faut pas rien qui parler d'RBO. doit être un peu tanné. Non, mais en même temps, on n'a pas le choix. Regarde, excuse-moi, là, tu sais, quand c'est comme si tu me disais, on soit Paul McCartney, mais on lui parle pas des Beatles, parce qu'il est tanné de faire parler des Beatles. Oui, on peut lui parler de Wings, puis on peut lui parler de son végétarisme, mais c'est Paul McCartney, c'est les Beatles. Ben, André Ducharme, c'est RBO, mais c'est plein d'autres affaires. Mais je trouve que c'est de tous les RBO, c'est celui qui est le plus sympathique, mais je vise personne en particulier. André, il voulait être chanteur. Hein? C'est ça qu'il voulait faire lorsqu'il était jeune. Donc, c'est pour ça qu'il a trippé sur RBO, parce que ça mêlait musique et humour. Mais lui, son trip, c'était vraiment de chanter. Et d'ailleurs, quand tu revois des sketchs d'RBO, là, des parodies de tunes où il chante, tu sens qu'il y a vraiment un plaisir au bout, là. Immense. Et il est frontman, c'est lui qui est en avant, c'est lui qui chante et il adore ça. Et il adore ça. Et tu vois, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que RBO avait fait une toune justement sur la COVID-19, sur l'ère de la maladie de l'amour, là, le feu sauvage de l'amour. Bon, ben tu le feras chanter. Oh, mon Dieu, c'est la première fois que tu me dis que c'est correct de faire chanter quelqu'un. De toute façon, c'est toujours mieux que ce soit les invités qui chantent que moi, hein, parce que si je chante, Richard, le feu sauvage de l'amour, oh, 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 oh. Non? On arrête ça. Ah! C'est la première fois qu'on a le plaisir de se voir en dehors de la job, là. En dehors du hasard, parce qu'on se voit vrai. des fois par hasard. On se tient les mêmes places, ça a l'air. Dans le Vieux-Montréal, la dernière fois, c'était dans un restaurant mexicain. Ouais, dans le Vieux-Montréal. sur une terrasse qui avait été, en tout cas dans notre cas à nous, notre dernière terrasse avant que les terrasses ferment pour un bout. Ben oui. Parce que je pense que la semaine d'après, tout a fermé jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais toi, il faut revenir là-dessus, là, parce que la pandémie, ça a été dur pour tout le monde, mais toi, tu l'as vécu en pleine enfance. Là. Ouais, ben je pense pas que je sois plus ou moins à plaindre que qui que ce soit, mais il est arrivé des affaires plates qui seraient arrivées de toute façon, mais ça donne qu'ils sont arrivés en pandémie. Tu sais, le décès de mon père, par exemple. Le fait que mes parents étaient obligés de vendre leur maison et de déménager en résidence pendant la pandémie. Et évidemment, c'est moi qui ai géré ça avec tout le stress que ça implique, sans savoir que on va être capable de passer chez le notaire, on va avoir le droit d'aller chez le notaire, comment ça va marcher.
on peut pas rêver. Déjà, perdre un parent, c'est très difficile. Perdre son père, mais de se dire, t'as pas pu, à cause des mesures sanitaires, t'as pas pu être là, t'as pas pu le prendre dans tes bras, ça doit être quand même, c'est dur, là. Ouais, mais ta mère, ça a dû être dur. Oui, absolument. Mais j'en veux pas aux mesures sanitaires. C'est pas aux mesures sanitaires que j'en veux, parce que les mesures sanitaires, je les comprends. C'est la vie. J'en veux à toutes les personnes qui retardent le moment où on n'aura plus besoin des mesures sanitaires. C'est bien dit. C'est ça le problème. Non, mais c'est ça qui est débile. C'est ceux qui retardent le plus la sortie qui veulent sortir. Tu sais, c'est comme peut-être qu'ils veulent pas. Parce que pendant ce temps-là, ils existent. Ben oui. Beaucoup. Ben oui. Ils prennent beaucoup de place. T'sais. Mais ta mère a réagi comment? Elle est encore vivante? Elle l'est plus que jamais. Donc, ça a dû être dur en Christie pour elle que son mari parte. Puis, Il y a quelque chose de très particulier. Vous êtes un couple depuis quand même un bon bout de temps. Presque 20 ans. Bon, tu vois, moi, je suis en couple depuis 35 ans. J'imagine que si tout va bien, qu'on est chanceux, on va vieillir ensemble et vous allez faire la même chose. Peut-être qu'un jour, vous allez vous taper mutuellement sur les nerfs, mais vous allez avoir 88 ans et 90 ans, fait que vous allez être pognés ensemble. Oh, des fois, ça arrive qu'on bon, tu vois, imagine rendu là. Fait que ça se peut qu'à ce moment-là, quand il y en a un des deux qui part, c'est comme un genre de libération. Il y a de la peine, l'autre. Là. Ma mère a eu énormément de peine, mais ma mère, qui était en chaise roulante, puis que mon père poussait, elle n'est plus en chaise roulante. Hein? Elle se promène en marchette. Quand le téléphone sonne, elle part à courir. Elle a pris du mieux. Elle a pris du mieux. Parce que... Mais c'est... Les veuves... Oui, c'est pas pareil. Les veuves joyeuses. C'est pas pareil. Si le bonhomme meurt, la bonne femme, soudainement, reprend un peu du poil de la bête, mais si la bonne femme meurt, le bonhomme meurt 2 mois après. Il y a beaucoup de ça. Souvent. Probablement parce qu'il y a bien des bonhommes qui, déjà se faire cuire des œufs, c'est un exploit. Fait qu'ils crèvent de faim. Je pense qu'ils mangent des toasts à la moutarde pendant un mois. Ça les achève. Je sais pas. Mais dans le cas de ma mère, c'est vraiment ça qui est arrivé parce que les derniers temps, mon père était malade. Puis c'est quelqu'un qui a toujours un caractère un peu particulier. Là. Le père de la famille d'autrefois, c'était pas loin de ça. Papa a raison. Oui, me suis inspiré un peu. Ah, ben c'est comme ma mère et mon père. Ben tellement. Quand mon père est mort, mon père était malade, puis tout ça, puis il était bougon, puis il bougonnait, puis tout ça. Je sais pas de qui tu prends ça. Quand il est mort, ben, pas qu'elle était contente. Non. Mais elle comme, Exactement. Ben, elle recommençait à faire de la danse sociale qu'elle faisait, puis elle commençait à jouer faire au plein de cartes, choses qu'elle faisait plus. Elle a une vie sociale incroyable. Ma mère a des soupers de résidence, puis elle a du fun, puis elle m'annonce ça. Ah, les premiers temps, elle disait, il y a un souper, là, j'irai pas. Finalement, ils l'ont traîné. Puis là, à cette heure, c'est, hey, vendredi, on a un souper à l'affaire, là, je vais y aller. Okay. C'est les mêmes genres de parents aussi, parce qu'on a grandi, c'est la même génération. Genre de milieu aussi, je pense. Oui, un milieu très modeste. Qu'est-ce que faisait ton père? Il travaillait dans une imprimerie. Bon, le mien était Ferblantier. C'est ça. Même genre de métier. Est-ce que ta mère a travaillé? Non. Ben oui, elle travaillait un peu plus tard. Elle travaillait, c'est ça, là. plus tard. Elle travaillait pour le ministère du Revenu, elle classait des enveloppes et tout ça, là, mais non, écoute... Moi, ma mère s'est trouvé une job quand mon père était sur un lit d'hôpital, malade, puis il pouvait pas l'empêcher de se trouver une job parce qu'il voulait pas qu'elle travaille par orgueil. C'est vraiment Cette la famille génération-là, c'est par traditionnelle. orgueil. Il dit, si ma femme travaille, ça veut dire que je suis pas capable de faire vivre ma famille. Mon père avait vécu une grève qui avait duré 6 mois. Donc, pendant ces 6 mois-là, l'argent, oups. Puis après ça, il a été malade pendant 6 mois. Mais là, à un moment donné, ma mère a dit, je vais aller travailler, je vais aller gagner de l'argent. Puis elle a travaillé pendant peut-être les 20 ans après ça, tu sais. Mais mon père, il prenait pas pantoute. Est-ce qu'il était fier de ce que tu es devenu, ce que tu as fait? Je l'ai su par la bande. Ouais, c'est ça. La question, c'est est-ce qu'il était fier, mais est-ce qu'il te le disait? C'est ça. Je sais pas comment toi t'as vécu ça. Si on a vécu la même chose, tu l'as peut-être vécu de la même façon. Il y en a qui vont dire non, le père de Richard Martineau peut pas être fier de son fils. Bon, mais merci beaucoup, André. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci beaucoup, mais moi, on m'a dit que fallait être piquant. Oui, t'as tout à fait raison. Mais ça pour dire que mon père me l'a jamais dit. Jamais. Mon père, quand il me parlait de Rocky Belles Oreilles, par exemple, il disait j'ai regardé l'émission hier, là. Hey, Bruno, il est drôle. Oh non! Oh oui. Il faisait des affaires de même. Mais je savais. Mais en disant Bruno est drôle, ça voulait dire t'es drôle.
Ben oui, Mais parce il que pouvait pas te participer dire. au texte et tout ça. C'est ça. Ah, puis parce qu'il voulait, il parlait de moi quand même. C'est ça. Mon père, je le savais par les voisins, parce que j'habitais le même quartier. Notre maison était dans le même quartier. Fait que de temps en temps, je rencontrais un voisin, il disait, hey, j'ai vu ton père hier, hey, je te dis que il parle de toi, là, il est content, hein? Mon père le faisait pas. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'est drôle parce que il y a des gens qui me disent, t'étais pas là quand ton père est mort, vous avez pas pu régler des choses. Ben, on l'a fait. Quand? La dernière fois que j'ai vu mon père, c'était quand même peut-être 1 mois avant qu'il décède, parce qu'encore là, on ne pouvait pas y aller tant qu'on voulait. Et moi, j'y avais apporté en cadeau. Mon père a passé une grande partie de son enfance sur une ferme à Sainte-Élisabeth de Warwick. Et c'est là que la fromagerie du Presbytère. Et oui, qui est une des elle fait un meilleures super fromageries bon au Québec. fromage. Ben oui. Fait que moi, je fais mon épicerie, puis je vois qu'il y a du fromage du Presbytère. Je dis, je vais en acheter pour mon père. Il n'en a jamais mangé. Il n'est jamais retourné. Puis les dernières années, il ne pouvait plus conduire autant. Fait que je vais y apporter. Je vais lui faire un cadeau. Fait que j'arrive à l'appartement. Mon père n'était pas là. Il est allé faire des commissions. Ma mère était là. Puis on jase. Comment ça se passe en résidence? Puis Puis elle dit, ça se passe bien. Puis on a le souper à 4h30. Puis là, je dis, c'est donc 20 à 4h30. Il y a un souper à 6h. Pourquoi vous n'allez pas à celui de 6h? Elle dit, ton père ne veut pas rater un souper presque parfait. Oh, c'est-tu vrai? Ouais. Ah, mon Dieu, tu racontes ça, ça me donne des frissons C'est dans là le que je l'ai dos. su. Puis elle me dit, ton père, Très spécial. il regarde l'émission, ça fait 10 ans qu'il la regarde, il veut jamais la rater. Il me le dit pas à moi. Mais je l'ai su à Je ce sais pas moment-là. pourquoi il était comme ça, c'est Parce qu'il était comme ça. Il était Non, de mais même. il y a une espèce de pudeur. Puis tu sais, la pudeur, ça peut être une belle valeur, ça peut être, mais quand ta pudeur t'empêche d'exprimer tes sentiments, c'est triste. Puis en même temps, il s'arrangeait peut-être aussi. En tu même l'as temps, su. regarde, on s'est arrangé. Je lui ai donné un cadeau. Puis il était content. Parce que ça y rappelait son village d'enfance. Puis lui, indirectement, il m'a fait ce cadeau-là parce que je l'ai su, Colin. Puis c'était cool. Est-ce que tu trouves que tu as fait comme job avec RBO, que c'était un job, tu sais, parce que moi, des fois, on dit, ben, tu gagnes ta vie en étant méchant, puis tu sais, bon, en bavant le monde, puis en les écœurant. C'est un peu ça aussi, là. T'as gagné ta vie. Avec l'humour en des riant du méchants. monde, la façon dont ils sont, et, de quoi ils ressemblent, à quoi ils ressemblent. Mais tu sais, premièrement, les gens qui nous connaissent savent qu'on est bien des affaires, mais on n'est pas méchant, mais tellement pas méchant. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. T'sais. Alors, mon humour est un humour, j'ai toujours dit, et je trouve que plus ça avance, plus cette définition-là, elle marche. C'est un humour inclusif. Oh mon Dieu, t'es rendu woke. Non, c'est-à-dire que... Il a appris La les bons termes. diversité, Non, l'équité et l'inclusion. RBO et moi, par le fait même, j'ai toujours ri également de tout le monde. Oui, non, ça, dans ce sens-là, oui. C'est pas un humour orienté méchamment envers une gang. Un groupe. Pour moi... C'était autant les péquistes que les fédéralistes, c'était autant la gauche que la droite. Puis tu sais, aujourd'hui, ça serait probablement très difficile de faire ça parce que chacun de tes sketchs serait évalué par quelqu'un qui a une grille. Oui. Tu comprends? Ah ben là, il rit des péquistes, donc c'est rien que des maudits fédéralistes, je les haïs. Parce qu'à cette heure, les gens trouvent toujours une façon de t'haïr. Tu fais un sketch pour rire des souverainistes, ben les souverainistes vont t'haïr. Je te regarderai plus jamais. Oui. Je t'haïs. Ben oui, les gens sont t'as ri rendus tantôt craqués. quand on a ri des fédéralistes, t'as trouvé ça drôle? C'est la même affaire, mais à l'envers. On a-tu perdu le sens de l'humour? On a perdu beaucoup de sens de l'ironie, à tout le moins. Et de la dérision, Ouais. et de l'ironie. De l'ironie. Le second degré, ça passe plus. Ça passe C'est plus. bien Mais toi, tough. tu le sais. Chaque fois que tu écris une chronique ça passe plus. deuxième degré, tu me les montres, puis je te dis... Deuxième degré, hein? Mais c'est vrai, ça passe plus. Ben, c'est drôle parce que j'ai eu cette conversation-là avec des humoristes un peu plus jeunes en participant à des podcasts parce qu'ils font beaucoup de podcasts présentement, eux autres, parce qu'ils font pas de show. Ben là, ils ont commencé, mais à un moment donné, tu sais, ils faisaient tous des podcasts. Fait que j'ai été invité à plusieurs podcasts et j'ai eu cette conversation-là avec beaucoup d'humoristes où je leur expliquais, je dis, nous autres, RBO, on pouvait, dans un gag, puis Yvon Deschamps le faisait encore mieux que nous, dire le contraire de ce qu'on pense. Ben oui. Oui. Mais parce que c'était un personnage qui Les disait gens ça. comprenaient. Oui. Ben oui.
Mais toute la controverse de Guy Nantel, c'était ça. Guy Nantel, il disait, le gars qui est sur scène, ça n'est pas Guy Nantel, c'est un personnage, mais les gens ne comprenaient pas ça. Mais Guy a ce problème-là, en guillemets, parce qu'il est un des seuls maintenant qui fait ce genre d'humour-là, alors que la plupart des humoristes ont un personnage de stand-up, mais ça demeure eux. Leur personnage est en plus une attitude qu'un personnage. Oui. C'est pas Danny Verven, là. C'est tel humoriste avec telle attitude, mais ça demeure ce qu'il pense, sa vision, sa compréhension des choses, son regard sur la société, puis c'est correct. Sauf que l'ironie, peut-être que Martin Matt l'utilise. C'est ce que j'allais dire. Parce que Martin, on le sait bien qu'il est pas arrogant, puis baveux, puis fraîchier comme ça dans la vie. En tout cas, on l'espère. Sugar Sammy l'utilise. Oui, ben oui. Sugar Sammy, tu sais, les gens retiennent beaucoup les gags qu'il fait sur les francophones, sur les souverainistes. Ben, va voir un show de Sugar Sammy, tout le monde y passe. Tout à fait. Ça, c'est très vrai. On l'a vu. Christy de volée. Ouais. Puis moi, personnellement, je trouve ça intéressant comme façon de travailler. Mais c'est quelque chose qui est de moins en moins fait. Fait que quand ces gens-là regardent de l'humour, par exemple, un sketch d'Yvon Deschamps, ils comprennent pas que Yvon Deschamps ne pense pas ça, parce que dans leur esprit, un humoriste, il dit ce qu'il pense. Ben oui. RBO, nous, on a été un des premiers groupes d'humour. Il y a eu des troupes avant ça, c'est pas la même chose, mais tu sais, il y avait une fille avec nous autres. Oui, il y avait Chantal. Ben oui. Probablement qu'aujourd'hui, RBO, il y aurait probablement quelqu'un, peut-être un noir, peut-être un. Oui, ce serait autre chose. Ce serait autre chose, parce que autour de nous, il y en aurait. Donc, dans le cheminement du groupe, probablement que, toi, viens donc niaiser avec nous autres, on aura du fun. Ben oui. Ça te tente. Alors qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Il n'y en avait pas. Mais tu sais, il y aurait Mehdi Boussaïdan, puis il y aurait Sugar Sammy qui ferait un groupe, peut-être. Peut-être. Ce serait drôle, là, mais c'était pas ça que vous étiez. C'était pas ça qu'on était. Mais... Non, mais tu sais, quand tu ris de quelqu'un, puis tu le gosses, il fait partie de la gang. Ben moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu ça. Mais en même temps, c'est moi, avec mon background, mon vécu de gars qui est né en 1961. Je suis pas né en 1995. Si j'étais né en 1995, j'aurais un autre bagage, puis peut-être que j'aurais une autre vision. Puis ça, je suis capable de comprendre ça. Je pense qu'il y a une espèce d'équilibre aussi qui est en train de s'installer tranquillement. Des choses comme, je pense qu'on s'en va vers ça. Parce qu'il y a un mouvement de réaction aussi, de dire, hey, attendez, là, au début, c'était un peu décontenancé par ça. D'où la réaction, par exemple, de Radio-Canada qui avait retiré l'épisode de La Petite Vie. Bon, mais ça, aujourd'hui, je suis convaincu que Radio-Canada ne ferait plus ça. Je suis sûr de ça. Convaincu. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que ce move-là t'apporte encore plus de problèmes que de ne pas l'avoir fait. C'est le bon moment, justement, où on parle des gens pas fins, de plonger la main dans notre pot qui est devant toi depuis le début. Ça, c'est des questions qui... c'est des questions baveuses. OK. Vous dites souvent rire de quelqu'un, c'est lui rendre hommage. Mais des fois, RBO riait juste pour le faire chier. Non. Point d'interrogation. Pas tant. En humour, là... Mais il y a des gens que vous aimiez pas, puis tu étais content de les planter. Ouais, mais c'est parce que si tu pars de cette intention-là en voulant faire un gag, ton gag, il sera pas drôle. Il sera pas drôle. On va juste sentir la méchanceté. Ça sera pas drôle. Fait que, pas tant. Puis je te dirais que quand quelqu'un du groupe avait cette intention-là, la plupart du temps, ça donnait un mauvais sketch, puis on le tournait pas. On n'aimait pas tout le monde, là, c'est clair. On est humain, là. Il y a personne qui aime tout le monde. Mais quand tu fais ta job d'humoriste, est-ce que tu peux être plus méchant envers quelqu'un que tu n'aimes pas? Je suis pas sûr. Tu peux avoir, par exemple, du fun à le faire. Tu sais, dire, j'ai du fun à le jouer, lui, Moses. Mais tu seras pas... Tu n'auras pas une approche nécessairement différente. Tu vas peut-être avoir un peu plus de fun. C'est-tu plus difficile de rire de quelqu'un que tu connais et que tu aimes? C'est dur à répondre parce que dans les grosses années d'RBO, on vivait en vase clos. Vous n'aviez pas d'amis? Ça. Non, mais j'étais pas dans un bar après la job. Je connaissais personne. J'ai commencé à connaître du monde du showbiz, entre guillemets, après RBO, quand j'ai commencé à travailler à l'heure. Ouais. Tu sais. J'étais pas... Vous étiez sous une cloche de verre. Ben, moi, beaucoup. Les autres, peut-être moins. Peut-être qu'ils étaient un petit peu plus jet set. Mais... T'en as pas profité? Non.
toute ta célébrité puis tout ça? Moi, j'étais bien tranquille. Comme je dis Tu t'es toujours, pas tapé toutes les minettes. moi, ma phrase, c'est je reviens dans le confort de mon épouse. Oh! Comme stationner son auto. Mais c'est parce que moi, j'ai parlé souvent du syndrome de l'Express. Bon, ça serait peut-être pas valide aujourd'hui parce que c'est plus un restaurant aussi à la mode, mais tu sais, quand tu écris des chroniques puis que mettons, tu blasses quelqu'un le matin dans une chronique, le soir, tu vas manger au restaurant et tu tombes face à face avec la personne, c'est plus difficile parce que c'est un petit milieu au Québec. Donc, toi, t'as pas vécu ça. Je le vivais quand j'allais, par exemple, dans un gala. OK. Tu sais, fait que là, après le gala, puis ça m'est arrivé, l'exemple qui a été ramené très, très souvent, Pierre Bertrand, c'est moi qui l'avais fait en plus, le personnage. C'est Pierre Bertrand qui chantait, puis Pierre Bertrand avait des chansons un peu... Tu sais, c'était le quotidien, là. Tu sais, oui. Il fait beau, il fait soleil, j'ai pris mon auto, puis j'ai conduit mon auto. Fait que nous autres, c'était une chanson, puis on avait appelé ça... Tout l'été, ouais, ben, c'est ça, un air d'été, c'est beau, c'est le fun. Puis nous autres, c'était aucun intérêt. Puis, fait que le refrain, c'est aucun intérêt, je n'ai aucun intérêt, je n'ai rien à raconter, je n'ai aucune émotion. Puis la toune, c'était, je m'en vais à l'épicerie, j'achète du beurre, j'achète du gruau. La fille me dit 50 $, je lui ai donné 50 $. Aucun intérêt. Puis, ça a l'air que ça y a fait tellement de peine. Oh. Ça y a fait de la peine comme ça se peut pas. Puis moi, je l'aime, Pierre Bertrand, là, tu sais, j'ai rien contre la personne. Et à l'époque, il était avec Francine Raymond. Puis c'est Francine Raymond qui vient nous voir. Elle dit, votre toune, là, c'est parce que depuis ce temps-là, il écrit plus. Shit. Parce qu'il est convaincu qu'il n'a aucun intérêt. Puis finalement, il a fini par écrire. Puis on s'est vu, on a fait des tounes affaires. sans intérêt. Ça, vous réglerez ça avec lui. Mais ça veut dire une des plus belles voix du Québec, je trouve. Ouais, Pierre Bertrand, écoute, j'ai eu le bonheur de chanter avec lui. Il y a eu un moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu ça. Pendant la crise du verglas, TVA organisait des tournées d'artistes pour aller chanter dans des refuges. Des refuges, exactement. Alors, on se ramasse, nous autres, RBO n'existe plus au quotidien depuis quelques années. Le verglas, c'est en 98, on avait arrêté en 95. Beau Dommage n'existe plus non plus. Et ils réussissent à convaincre Beau Dommage et nous autres d'aller faire un choix avec d'autres. Je pense que Luc de la Rochelière était là. Ah mon Dieu, j'aurais payé cher pour voir ça. À McMasterville. Et nous autres, on joue pas de musique. Fait que dans l'autobus, les gars de Beau Dommage apprennent le feu sauvage. Ben, apprennent, pas bien dur à apprendre, là. Il y a 4 accords. Fait qu'on pratique le feu sauvage, puis OK, fait que notre band, ça va être Beau Dommage. Puis là, ils ont dit, hey, ça vous tente de chanter tel tune avec genre le Pic-Bois, je sais pas trop quoi, là, tu sais, avec nous autres. Parfait. Fait que moi, je me ramasse au même micro que Pierre Bertrand. Non. Puis c'était moi qui faisais Pierre Bertrand des parodies d'RBO de Beau Dommage. Fait que je connaissais ses harmonies par cœur. Puis là, à un moment donné, il me regarde, hey, tu mon tabarnak, t'es vraiment, tu sais, on est à la même place, là. C'est trop drôle. Mais les gens qui étaient dans la salle ont vu une affaire que personne d'autre a vue, qui est Rock et Belles Oreilles et Beau Dommage sur scène ensemble en train de chanter des tunes. Même nous autres, on faisait... Non, on est... Mais on attends, oui, Richard, t'as raison, on va piger une autre question, mais juste avant, quand mettons, Francine Raymond vient te voir en disant, ça y a fait tellement de peine qu'il a arrêté de chanter, quand tu sais que... Tu sais, c'est sûr que moi, si quelqu'un vient me voir en me disant une de tes chroniques, là, la personne est dévastée, elle est roulée en boule dans son salon, ça va m'affecter. Toi, quand quelqu'un venait te voir en disant un de tes sketchs, une parodie que t'as fait, une imitation, ça a vraiment fait de la peine à la personne. Est-ce que ça te coulait sur le dos comme le dos d'un canard? Pas indifférent à ça. Moi, je me suis excusé à une personne. J'étais à la radio et j'avais développé un personnage qui était Annie Pelletier. Parce qu'Annie Pelletier, qui avait arrêté de faire du plongeon, s'est mis à faire la télévision. Ouais. Puis elle était pas prête. Moi, j'ai toujours dit, ils l'ont garoché d'une piscine où il n'y avait pas d'eau. C'était vraiment ça. Elle n'avait pas été formée pour ça. Maintenant, elle est à l'aise dans les médias, mais elle l'était pas du tout. Puis elle se ramasse à animer une émission de TV. Puis elle était pas très... Elle l'avait pas. Elle l'avait pas. Puis moi, à la radio, je faisais un personnage qui était Annie Pelletier, qui était un peu gogoune, puis tout ça. Puis les boss aimaient bien ça. Fait que, tu sais, les patrons à la radio, là, ils étaient, hey, Annie Pelletier, matin, c'était bon. Hey, si tu peux en faire un autre demain, là. Bon, ça. Fait que, ouais, c'est devenu un de mes gros personnages à la radio. Puis là, j'ai su que ça lui faisait de la peine, tu sais. Puis je la croise à TVA, une émission, puis je suis allé la voir, puis je dis, garde, là, je m'excuse et je te promets que je le ferai plus. Je vais arrêter de faire mon personnage, je le fais plus.
Je suis désolé. J'ai une question pour toi. Est-ce que c'était avant ou après que Norman Brathwaite ait fait une blague très, très déplacée sur elle dans un gala des Gémeaux? Oh, je pense que c'était avant. C'était avant. C'était avant. Oh, mais c'était avant. c'est tout à ton honneur, Bon. André, d'avoir fait En ça, même temps, il y a de du t'être monde, excusé. Il y a du monde qui m'ont haï beaucoup pour des parodies terribles. Mais en même temps, les gens comprenaient aussi, parce qu'avec RBO, c'est ça, quand je disais tantôt, tu sais, on distribuait également. Ouais. Les gens du milieu le comprenaient aussi. Se faire voler. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus décontenançant? Et imaginez se faire voler par un ami très proche. Ou encore 5 millions d'abeilles quand tu es un apiculteur, ou une ambulance par une patiente que tu transportes à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'ils ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série Balado Au voleur, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application Cube. Le balado Au voleur a été en nomination dans 3 catégories aux Canadian Podcast Awards en 2022. Choix du public, meilleur graphisme et meilleure série documentaire. Bon, allez, une autre. OK. Pierre Une autre Bourgault, question piquante. s'est-il déjà essayé sur toi? Non. Mais il m'aimait beaucoup. Pierre a été mon prof. Il m'a Pierre Bourgault, pour les plus Oui. jeunes qui nous écoutent, militant indépendantiste, Ouais. grand orateur, qui était, très reconnu pour Ouais. sa Le façon de RIL. parler, etc. Donc, et professeur à l'UQAM. homosexuel notoire, qui aimait, pas les mineurs, absolument pas, mais les jeunes hommes. Ouais, mais puis Les moi, jeunes hommes. quand il m'a connu, j'avais 20 ans. Et c'était j'avais l'air ton j'avais l'air de 15, tu sais. Ah. Non, mais je veux dire, j'étais petit, j'avais T'étais l'air mignon. jeune, j'avais les cheveux longs, j'étais svelte, tout ça. J'avais mes j'étais peut-être pas cute, mais T'avais ton charme. Bon, j'avais quelque chose. Fait qu'il m'aimait bien. Il m'aimait bien, mais il a rapidement compris que j'étais pas du tout dans cette équipe-là. Mais il m'a défendu à un moment donné devant une classe. Pierre, là, Raconte. cours de communication orale. On fait beaucoup, on fait des entrevues, on fait des discours, et dans la classe, bon, on est en 1980. Dans la classe, il y avait 2 femmes lesbiennes qui s'affichaient beaucoup, donc qui parlaient uniquement de ça. OK. Et qui influençaient à peu près tout le contenu du cours en disant, ben là, je voudrais faire un discours sur telle affaire, tel lesbianisme, le lesbianisme, telle affaire. Puis Elle ramenait ça à un moment tout le donné, temps. ça a toujours ramené à ça. Puis moi qui parlais pas des cours, j'étais tranquille, j'étais là. En plus, à l'UQAM, j'avais 18 ans, 19 ans. À l'époque, l'UQAM, tout le monde avait 35, des grosses barbes. J'étais vraiment le tout petit, tout gêné. Puis après, je dis, hey, on peut-tu parler d'autre chose que des lesbiennes, Caroline? Et là, écoute, je me suis fait rentrer dedans, le pétatata. Et là, Pierre a dit, attendez. Le petit a raison. Ça va faire. Il faut parler d'autre chose. Moi-même, je suis gay, mais je ne parle pas que du fait que je suis gay. Et là, écoute, Pierre qui prend ma défense. Depuis ce temps-là, moi, Pierre, ça a été à la vie, à la mort. D'ailleurs, la dernière fois qu'il m'a vu, il m'a embrassé. Ah, ouais. Il était venu témoigner Il pour un était documentaire Ce d'RBO. qui m'amène Touchant. Ah oui. à Ce mon qui- sketch, à moi, Ouais. préféré d'RBO. Pour moi, là, OK. ça, c'est la quintessence d'RBO, l'intelligence du texte. Mais faut dire que Là, Pierre, je me souviens- tu te faisait souviens des une pub. paroles, Ah oui, mot moi, à je m'en mot, rappelle là? presque par cœur. Oui, j'adore ce sketch-là. Faut dire que Pierre faisait une vraie pub sur la langue. C'est vrai. On n'a pas inventé C'est ça. vrai. Là. Mais bon, Mais- ben alors, comme je dis, gay aimant les jeunes garçons, disant, je connais des jeunes qui font des choses extraordinaires avec leur langue. Mais tu peux l'apprendre, c'est à double sens tout le long. Ça peut être le vrai discours et ça peut être Pierre Bourgault qui parle de ses Est-ce amours. qu'il l'avait trouvé drôle? Ben Pierre, quand il a participé on avait fait une série documentaire à un moment donné, tu avais participé d'ailleurs, Richard. Et on lui demande ce qu'il pense de ce sketch-là. Évidemment, Pierre dit c'est un des pires sketchs de Rocky Balboa. Ce n'était pas drôle. Et là, il y avait des arguments, tout ça. Et quand il a eu fini, il vient voir et dit pensais-tu vraiment que j'allais dire vous étiez bon? Genre, je jouerai pas votre jeu, je suis pas là pour vous encenser, mais il nous aimait, il nous adorait. Mais
Il l'aurait pas dit. Il l'aurait pas dit. Lui, il a décidé ça, c'est très drôle. Regarde, vous faites un documentaire où tout le monde vient dire à quel point vous êtes extraordinaire. Ben moi, je veux dire que vous étiez pas bon, juste pour Es-tu le en train de me dire que Richard était dans un documentaire qui a été fait sur RBO pour dire à quel point vous étiez bon? Je suis un fan fini d'RBO et je montrais, avant que tu arrives, ce sketch-là à Bastien, notre réalisateur, et on discutait là-dessus et il disait... C'est tellement subtil, ce sketch-là, et ça représente beaucoup de sketchs d'RBO, c'est-à-dire que c'est sur les deux sens, c'est juste sa ligne, On dit que les jeunes ne possèdent pas leur langue. C'est faux. Moi, je dis que les jeunes, non seulement possèdent leur langue, mais qui s'en servent mieux et plus souvent que nous. J'ai connu personnellement quelques jeunes qui faisaient des choses incroyables avec leur langue. Une langue vivante, curieuse, audacieuse. Un organe qui sert à exprimer des sentiments, une philosophie. Une vraie jouissance pour l'oreille. Une langue comme celle-là, quand on se la met en bouche, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça ne se perdra jamais. C'est ça. C'était... Mais en même temps, tout le monde savait que Pierre était gay. Là, c'était pas un secret pour personne. Tout le monde savait que, effectivement, ses chums, c'était des jeunes rockers de très jeunes vingtaines. Fait que nous autres, on fait ça parce que je sais pas pourquoi, je sais pas d'où l'idée était venue. Ben, tu sais, il parlait beaucoup de langue. Fait nous autres, en fait, hey, langue, OK. Mais ce que tu es en train peut-être de dire, c'est que est-ce que même aujourd'hui, on ferait une blague sur quelqu'un qui est gay et sur sa gayitude, sachant que c'est pas politiquement correct? Ça serait peut-être plus compliqué. Je sais pas. Ça serait vu autrement. Vois-tu, j'ai eu une discussion récemment dans une émission de Radio-Canada. Il y avait un item qui s'appelait la table des générations. Ils réunissent des gens de 3 générations différentes, puis on parle d'un sujet. Donc, il y avait Pierre Huet qui représentait les plus vieux que moi, puis il est pas si tant plus vieux, mais bon, il est au moins pas loin de 15 ans de plus que moi. Alors, j'imagine qu'il est plus vieux que moi. Il est au moins 10 ans de plus que moi. Il y avait moi, puis il y avait une jeune auteure dans la trentaine, puis à un moment donné, un des exemples qui a été amené, c'est notre sketch sur les hot games, les jeux gays. Ben oui. Ah, bon. Ça, c'est quelque chose. Oh, il y a un gay, à un moment donné, c'est le lancer du javelot. Il y a un gay qui se met presque à 4 pattes, monte ses fesses, puis reçoit le javelot. C'est la perche. Attention, c'est la perche. C'est pas la même chose. Ça n'a pas le même effet. Une perche, c'est plus doux. Hey, rigueur. Je viens de lui tendre une belle perche et ici, c'est là. Guy, d'ailleurs, au grand plaisir de certaines personnes qui le détestent, parce que c'est un truc qui passe des fois sur Internet de Guy Lepage qui reçoit une perche dans le derrière, puis il y a Je remarque que tu dis tout le temps Guy Lepage, je dis jamais Guy A. Non, jamais. Moi, je l'appelle pas Guilla. Okay. Je l'appelle Guido dans la vie. Okay. Hey, Guido. Donc, tout ça pour dire que la jeune auteure, parce que l'animateur demande est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui? Ouais. Fait que là, la jeune auteure disait moi, si j'avais à écrire un sketch comme ça, premièrement, j'irais consulter la communauté. J'irais probablement que j'irais voir Mado Lamotte pour voir ce qu'elle en pense. J'irais voir Rita Baga puis tout ça. Fait que là, moi, je dis OK, là, je vais m'en permettre une. Fait que là, je fais écoutez, RBO, si on avait à faire ça aujourd'hui, peut-être que Rita Baga serait dans le sketch. Ça se peut. Mais je peux vous garantir que c'est quand même Guy Lepage qui recevrait la perche dans le cul. Ça, c'est ça comme ça. Il y a comme j'ai senti les gens qui animaient, je les ai sentis un petit peu très contents. Non, très contents. Non, mais faire approuver ton gang par des lobbies, par des communautés. Arrête. Et attends, d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que dans son livre, le livre offensant, Guy Nantel parle de ce genre de truc-là, puis il dit, OK, mettons que, en effet, chaque fois qu'on fait une blague, il faut aller faire valider auprès d'un membre de la communauté. Tu sais, comme Robert Lepage, quand il a fait, mettons, sa pièce de théâtre sur les Autochtones, il aurait dû consulter un Autochtone. OK? Mais tu consultes un Autochtone. Ben, demain matin, il va y avoir un autre Autochtone qui va venir te voir en disant, ben, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que l'autre Autochtone te dit. Fait que tu gagnes jamais. Mais c'est en ayant cette approche-là, ça veut dire, le sous-texte, ça veut dire que tous les Autochtones pensent la même chose. Exactement. Ce qui est faux. Ça veut dire que tous les gays pensent la même chose. Ben oui, ce qui est faux. Ça peut pas fonctionner comme ça. Mais tous les drag queens sont pareils, non? Ce sketch-là est un excellent exemple parce que les gens qui le regardent aujourd'hui oublient que quand il a été fait en 2006, il a été fait dans un bye-bye. Et cette année-là, il y avait eu des Jeux gays à Montréal. Ce sketch-là, on l'a pas fait de même. Wow, on va faire des gays qui font des Jeux olympiques. Il y avait eu des Jeux gays à Montréal qui avaient été un flop total. Ça avait été annoncé comme étant la grosse affaire. Le village gay a été fermé pendant 2 mois de temps, puis il y a personne qui est allé parce que les jeux avaient pas marché. Tu dis, ben là, on fait un sketch. Mais là, si tu fais un sketch de jeux gays, ben tu fais des jeux gays.
Tu comprends? C'est ça le gag. Et à l'époque... D'où l'importance du contexte. Ben oui, exactement. Puis en 2006, il n'y a eu aucune controverse autour de ce sketch-là. Je me souviens qu'il y a eu des journalistes qui étaient allés dans le quartier gay 2-3 jours après, qui avaient rencontré des organismes gays, Gay Écoute, des trucs comme ça. Puis tout le monde disait, ben non, c'est drôle. On a trouvé ça le fun. Il n'y a pas de problème. C'est super comique. Le sens de l'humour. Mais aujourd'hui, ça serait pas aujourd'hui, c'est drôle. On a fait Les Enfants de la télé il y a 2 ans. C'était un spécial RBO. Puis ils ont montré ce sketch-là et ils ont vraiment mis des gants en disant au public. Et là, on vous prévient. Là, des mises en garde. Écoute, ça a tellement ri dans la salle. Ah oui? Ça hurlait dans la salle. Ben, il est drôle, ce sketch-là. Qu'est-ce que je te dis? Il est drôle. Et on avait fait le hockey des aveugles. Ben aujourd'hui, on ferait le hockey des aveugles, on se serait massacré. Ben, on avait fait le hockey des aveugles en peut-être 86, 87. Et cette année-là, l'Association des aveugles et amblyopes du Québec nous a donné leur prix annuel parce qu'on avait fait avancer la cause. Parce que pour eux, si vous riez de nous autres, c'est parce qu'on est dans la gang. Ben oui. C'est parce qu'on fait partie de la société. C'est parce que vous nous voyez. Pas autrement. Ben oui, oh! Bravo. Encore une autre. Il va falloir que je les prenne toutes. Hein. Il y en a, en tout et partout, il y en a 5. Tu prends celle que tu veux. C'est année. T'es-tu déjà auto-censuré? Ça, c'est dur à dire parce que je ne sais pas. Non, mais quand t'arrives pour écrire un sketch ou même, tu sais, mettons, quand un souper presque parfait ou même ton travail à Tout le monde en parle, des fois, est-ce que tu dis, je pourrais aller là, mais j'irai pas. Tu sais, est-ce que ton crayon paralyse à un moment donné? C'est pas pour des raisons... si ça arrive, parce que je pense que tout le monde qui écrit, à un moment donné, se dit, je vais écrire ça à la place d'écrire telle autre affaire. Oui. Tu choisis entre 2 phrases, tu choisis entre deux chemins quand tu écris. Tout à fait. Mais moi, je le fais pas parce que, oh mon Dieu, il faut pas faire ça, ça va me mettre dans la marde. Non, c'est bon, ça marche-tu? C'est-tu drôle? C'est toujours ton critère. C'est-tu pertinent que je dise ça? Dans un souper presque parfait, c'est un bon exemple, parce qu'un souper presque parfait, moi, j'essayais toujours d'avoir une certaine bienveillance. C'est-à-dire que oui, ma job, c'est d'être comique, c'est de rire des situations, mais c'est le moins possible rire des gens. Je veux pas rire des participants. T'es pas là pour les démolir. Pas du tout. Fait que oui, dans ce sens-là, est-ce que j'aurais pu parfois dire, hey, celle-là, là, je l'assassine. Parce que cette phrase-là, ça va la démolir. Mais non, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Les fois où j'ai été le plus méchant avec des participants, c'est avec des participants méchants. Donc, je leur redonnais la monnaie de leur pièce. Si toi, ton comportement est odieux et pas correct, je te ménagerai pas. Je te rentrerai pas dedans, mais je ferai pas attention. Parce que tu sais comment détruire quelqu'un par la parole. Là, oui. Mais tu sais, un souper presque parfait, ce qui était le plus payant, là, c'était les silences. Tu sais, si quelqu'un disait quelque chose... Une énormité. Puis moi, je faisais... Ah bon? Ça, là, ça veut tout dire. Mais c'est vrai. Ça veut tout dire. Mais sais-tu quoi? C'est souvent comme ça. Eh ben. Puis des fois, dans des chroniques, là, tu sais, t'as juste besoin de citer la personne, puis t'as besoin de rien dire après, parce que la personne s'auto-pelure de bananise, comme dirait l'autre. Donc, des fois, t'as même pas besoin. Fait que ça tente-tu? T'as le choix. Soit tu piges là-dedans, ou tu nous en poses une à nous. Je vais faire les deux. Aurais-tu aimé animer Tout le monde en parle ou d'être juste dans l'oreille de Guilla? Jamais. Non! Pourquoi? Jamais. Moi, je suis quelqu'un qui deal très, très mal avec la pression. Ah oui? Ouais. Et ça, je peux te dire que si un siège... Il y en a d'autres au Québec qui ont de la pression, mais celui-là, il n'y en a pas pire. Là. Je deal très, très mal avec la controverse. J'ai ça. Un souper presque parfait, j'en ai vécu 1 ou 2. Ça m'a rendu malade. Ça, physiquement malade? Ça m'a rendu... on pourra en parler, l'histoire de la fille qui disait que les handicapés, ça servait à rien. Puis puis il y a eu une grosse controverse autour de ça. Pourquoi vous avez laissé ça en ondes? Pourquoi? Bon, je me souviens que tu avais écrit là-dessus à ce moment-là. Puis tu sais... C'est quoi qui te pose problème? C'est que t'aimes pas la chicane. Je suis pas bien là-dedans. J'aime pas être pris dans ce genre d'affaires-là. Tu sais, quand il y a des grosses controverses, tout le monde en parle. C'est pas Guy Lepage que ça dérange le plus. C'est moi. Ben, pas juste moi, là, mais moi, ça me dérange plus que Guy, je vais dire ça comme ça. Oh, oui. Ça t'empêche de dormir la nuit? Bon, non, pas à ce point-là, mais ça me dérange. J'aime ça. Ça te travaille. J'aime pas mais ça. Pourtant, mais change de job. Une carrière à être baveux. Ouais, mais ça veut pas dire que tu cherches à tout prix à te faire haïr, ça. Ouais. C'est pas la même chose, là, tu sais. Je dois être un vrai artiste, j'aime ça être aimé. Tu veux être aimé? Ils disent, hey, tu
te lancerais-tu en politique, tu sais, parce que moi, je m'intéresse à toute sorte d'affaires. T'es-tu malade? Un, que j'haïs souper spaghetti, puis deux, j'aime ça être aimé. Je veux dire, juste de ça, tu sais, tu te fais élire, tu rentres avec 40% des votes, ben tu sais qu'il y a 60% du monde qui n'ont pas voté pour toi, t'as de la peine. Non, je veux rien Besoin savoir. d'amour, c'est toi, ça. Ouais, puis c'est exactement ce que... Hey, écoute, peut-être... on pensait la même chose, besoin d'amour. Non, Guy a besoin d'amour, moi j'ai besoin d'affection. On met ça de même. Mais je pense que il y avait été question, il y a 18 ans, que je sois fou du roi. Ah oui. OK? La première fois que Guy m'a parlé de T'aurais tout le été monde en parle. super bon. Ouais, mais je suis meilleur comme script éditeur. Je suis meilleur comme quelqu'un qui prépare les entrevues en sachant très bien qui va animer. Tu sais, puis une de mes jobs, c'est de dire à Guy, c'est pas une bonne idée, ça. T'sais, parce que Guy a beaucoup d'idées, puis des fois, c'est pas... Puis il y a beaucoup de mauvaises idées, là. Des fois. Fait que, tu sais, moi, je suis capable de dire à Guy, non, regarde, va pas là. Fait que, puis il y a pas beaucoup de gens qui sont capables de dire ça, pas nécessairement juste à Guy, mais à des gens qui sont dans cette position-là dans la vie. T'sais? Fait que c'est un peu ma job, et j'aurais pas pu être script éditeur et fou du roi. Mais non, tu peux pas faire les deux. C'est impossible. Écoute, pendant que tout le monde en parle, Luc Wiseman, votre producteur, accusation, relations sexuelles avec une mineure. Ouais. Bon, on n'ira pas dans les détails, mais... on les connaît pas. Puis le procès n'a pas eu lieu, donc c'est présomption d'innocence, il faut le dire aussi. C'est très important. Comment t'as réagi? Mais... On était totalement catastrophés. Parce que il y a des gens... Puis ça, vois-tu, ça aussi, c'est une autre affaire. Puis là-dessus, quand ça s'est arrivé, on s'est fait beaucoup attaquer sur les réseaux sociaux. Ça a contribué à ce dont on parlait tantôt, le fait que je me suis un petit peu retiré. Parce que les gens pensent qu'on le savait. Parce que tu travailles avec quelqu'un, forcément, tu sais tout. Tu es au courant de toute sa vie. Alors, il y a des gens qui pensent, Roson, tout le monde le savait. Éric Salvaille, tout le monde le savait. Luc Wiseman, tout le monde le savait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces gens-là, une de leurs plus grandes habiletés, c'est de faire en sorte que tu le sais pas. T'sais? Tu côtoies, puis moi, comme je dis, je rentre chez nous après la job. Je suis pas dans un party. T'es pas un coureur de party. Je suis pas un coureur de party. Mais, j'ai travaillé avec Gilbert Rozon, qui a produit nos deux derniers spectacles, coproduits. C'était Juste pour rire, qui avait eu l'idée de nous faire un show à la place des festivals. Fait que je l'ai vu. Puis je l'ai vu avec ma femme, je l'ai vu avec ma blonde, puis il était comme n'importe qui d'autre, il était très correct. Fait que quand tu étais au courant de l'histoire de Rozon il y a 25 ans au manoir Rouville-Campbell, quand il fait le tour de tout le monde en disant, regardez, là, c'est une erreur, puis je te promets que je suis plus de même, puis tu te regardes dans les yeux, tu fais, OK, puis tu vois rien qui t'indique que c'est pas ça. Fait que quand ça arrive, tu fais, OK, mais tu dis, OK, Rozon peut-être. Mais Luc Wiseman, c'est un gentleman. Dans la vie, c'est un gentleman. Je ne sais pas si vous l'avez déjà. Oui, absolument. Fait que quand une affaire de même tombe, tu fais, attends un peu. Quoi? Puis, évidemment, t'es pogné là-dedans. T'as la main dans l'engrenage parce que c'est ça, les gens... Présomption d'innocence. Oui, mais les gens t'associent en sachant, ça se peut pas que tu le savais pas. Mais là, je m'excuse. C'est un ouragan qui t'emporte un peu aussi. Tu sais, vous rappelez que au printemps dernier, à un moment donné, il y a eu des captures d'écran qui ont circulé, puis ça a fait jaser. Il y a même eu des chroniques qui ont été écrites là-dessus sur des réponses que Guy donnait aux gens. Oui. OK? Puis c'était des gens, va chier ma vache, puis mange donc de la marde. Ce qu'on voyait pas, c'est ce que ces gens-là écrivaient à Guy. T'es un pédophile, toi, avec. Fait que Guy aurait pu ne pas répondre, on s'entend. Mais on était tellement dans l'émotion à ce moment-là que je peux comprendre qu'il ait répondu des choses comme ça à du monde en disant « Hey, mon hostie d'écœurante, arrête de m'écœurer. On était furieux, on était vraiment... Parce que, veut pas, ça retombait sur nous, ça retombait sur l'émission, puis veut pas, une émission comme Tout le monde en parle, on le sait, quand tu as l'occasion de frapper dessus, tu te gênes pas parce que, pour toutes sortes de raisons, tu peux ne pas aimer ou tu peux ne pas aimer certains aspects de l'émission, puis vous savez de quoi je parle. Fait qu'il y a des gens qui ont dit... Non, c'est ça. Il y a des gens qui se sont dit « Hey, la porte est entrouverte, on va rentrer puis on va fesser tant qu'on peut. C'est ça qui est arrivé. Ma question. Oui, vas-y. Toi aussi, t'as le droit à tes questions baveuses. Aimez-vous ça vous faire rire? Est-ce qu'il y a du monde qui vous aime vraiment pas? Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a des gens qui nous aiment pas, puis tu sais, très souvent, des gens... Ben oui, je peux-tu parler? Ouais, franchement. Ça dépend qui.
Je veux dire, si c'est Pétaouchnock, machin chose, Bisoun 32 sur Internet qui nous envoie des trucs en disant « J'espère que tu vas te faire violer, j'espère que tu vas pogner le cancer », je m'en fous. Je te dirais que si c'est l'opinion de quelqu'un que je respecte, oui, ça peut m'affecter puis ça peut me faire de la peine. Ce que je peux te dire, c'est que jamais je m'installe devant mon ordinateur en me disant « Je vais écrire une chronique qui va faire en sorte que les gens vont m'haïr. Moi, mon critère, c'est toujours quand je me couche le soir, est-ce que je me regarde dans le miroir et que ce que j'ai écrit, chaque mot que j'ai écrit, je le pense vraiment et que dans 6 mois, dans 1 an, je vais défendre mes propres propos. Quand je suis à l'aise avec mes propos, j'ai aucun problème. Si les gens m'haïssent pour ce que j'écris, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis haï au coin des rues Rachel et Rachel. Non, je vais à Brassard, les gens m'engueulent pas. Je vais à Laval, à les Québec, gens les gens m'engueulent pas. l'adorent. Je vais à Québec, les gens m'engueulent pas. Mais c'est je sors de Montréal, je me fais pas engueuler. C'est le fun exemple que tu donnes parce que j'ai amené cette question-là parce qu'on on est un peu dans le même bateau. On est des symboles. Tout le monde en parle, c'est un symbole. Vous êtes des symboles. Tu sais, Guy Lepage est haï par ben du monde. Mais Guy Lepage, un des endroits où il est le mieux accueilli, c'est Québec. Ah, c'est drôle. Alors que si tu écoutes la radio de Québec, tu as l'impression que Guy, c'est le diable en personne. Mais en même temps, on est des symboles, vous êtes des symboles et vous n'êtes pas ce que ces symboles-là sont. C'est-à-dire, tu sais, quand on dit, je sais pas moi, Richard, Sophie, les suppôts de la droite, vous êtes pas ça. C'est une caricature. Ben oui, c'est ça. Puis quand on parle de Guy comme étant le méchant gauchiste, et vous avez même écrit là-dessus, si tu parles avec Guy Lepage, tu vas te rendre compte qu'il est plus à droite que tu penses. C'est juste que le show, tout le monde en parle, ben là, tu te ramasses avec un plateau où tu as 3 artistes. Déjà, en partant, tu es plus à gauche parce qu'il y a 3 artistes qui interviennent. Tu comprends? Ben moi, je pense que j'ai plus de points communs avec Guy qu'on a de désaccords. Je suis convaincu. Je suis sûr de ça. Je suis convaincu de ça. Et moi, je me souviendrai toujours... Je me souviens même plus pourquoi je change chicane avec lui, d'ailleurs. Moi, je pense que je le sais. Mais, Sophie? Et moi, je me souviens... Il y a eu quelques accrochages entre Sophie et Guy sur les réseaux sociaux. Oui, mais aussi, moi, je me souviens très bien d'être, à une époque, la seule personne au Québec qui avait pris la défense de Guy Lepage. Guy Lepage, c'est quand Nelly Arcan s'est suicidée et quand tout le monde, y incluant Nathalie Petrovski, même de la presse, avait ressorti une entrevue quand Nelly Arcan était passée à Tout le monde en parle. Et moi, quand Guy avait été attaqué, je me suis dit, ce que je fais tout le temps, me retourner voir. Tout le monde parle de cette affaire-là, on va retourner voir. Donc, j'ai écouté au complet l'entrevue que Nelly avait donnée à Guilla et j'ai écrit une chronique au complet dans le Journal de Montréal pour prendre la défense de Guilla en disant cet homme-là n'a rien à se reprocher. Son entrevue avec Nelly Arcan était impeccable. Si Nelly Arcan s'est senti attaqué à cette émission-là, c'est son problème, mais Guilla n'a rien à se reprocher et j'étais la seule au Québec. Il s'est fait ramasser par tout le monde. Mais ce qui est très rough, avec Tout le monde en parle, c'est que des fois, il y a des choses qui arrivent, qui n'arrivent pas par l'animateur, qui arrivent par des invités. Cette fois-là, je me souviens qu'il y avait une couple d'invités qui avaient été un petit dont Martin Matt. Oui, c'est ça. Et Guy avait été plutôt protecteur, mais les gens, souvent, ne font pas la dissociation entre l'invité et l'animateur en disant, s'il est arrivé ça à l'émission, c'est parce que l'animateur voulait que ça arrive. Moi, je me souviens très bien de cette entrevue-là. On était en haut, en régie, puis on disait, My God, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il faut aider l'invité. Il faut la protéger. Moi, je me souviens, Guy, tu sais, va du côté faites quoi, là, tu sais, arrange-toi pour que ça dérape pas trop. Puis c'est des moments qui arrivent, souvent les moments que tout le monde en parle, c'est ça, c'est des moments qui arrivent et nous-mêmes, pendant que ça arrive, on fait qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Tu l'as pas planifié, tu l'as pas vu venir. Les invités sont pas bookés en fonction les uns des autres, sauf quand c'est un sujet commun. Je veux dire, quand tu étais venu avec Geneviève Saint-Germain, si vous étiez toutes les deux... C'était mémorable. Oui, c'est quelque chose. Toutes les deux sur ce sujet-là. Mais c'est pas... Tu sais, exemple, cette semaine, on avait la fameuse entrevue sur le panneau du Canadien de Montréal, sur les territoires non cédés. Là, tu as Jean Chrétien qui est là. Jean Chrétien, ça fait 1 mois qu'il est booké. Il y a 1 mois, cette histoire-là n'existait pas. Bon, évidemment, il faut que tu lui poses la question. Il a eu sa réponse, My God, dont on entend parler depuis 4 jours. Il arrête pas de donner cette réponse-là à tout le monde, soit dit en passant. Et tu as Michel Jean,
qui n'était pas prévu non plus. C'est juste que Colin, il est reconnu à partout en Francfort. Europe. Ben Il vient ouais. de Francfort. Ben, on l'invite. Fait que là, tu te retrouves que ça devient le sujet de l'émission, alors que c'était pas ça pantoute. C'est du hasard. Mais c'est du hasard qui fait en sorte que Colin, t'as un show. Oh! Ça, je l'aime, celle-là. Rétrospectivement, que penses-tu de Camping Sauvage? Aussi bien qu'Angelo Fredo et Romeo? Point d'interrogation. Ouais, je disais, est-ce que selon toi, c'est à mettre dans le même temps que Angelo Fredo Romeo, Pas du tout. qui était considéré L'as-tu revu récemment, le grand Camping nanar, Sauvage? J'ai revu il y a quelque chose de très curieux de Camping Sauvage. Camping Sauvage a eu d'excellentes critiques, a eu un excellent box-office. Ça a été le film le plus vu au Québec en 2004. Ah ouais. Puis c'est un film d'été. On avait battu, je pense, c'était Independence Day, qui était, ou le Pearl Harbor, qui blockbuster était le gros américain. blockbuster américain, au point où la revue Variety, qui traite de cinéma, une revue américaine, Ouais. avait fait un article là-dessus, genre What's wrong with Quebec? Là, what's up with Quebec? Les There is irréductibles something in Gaulois. Quebec that we don't understand. There's a movie called Camping Sauvage ou blablabla. Fait que Camping Sauvage a eu un gros box-office, a été pendant 2 ans le DVD québécois le plus loué. Sauf que Danny Turcotte, à Tout le monde en parle, quand Tout le monde en parle est arrivé à peu près les mêmes années, se faisait un fun d'écœur et Guy en lui disant « Ton maudit film pas bon, Camping Sauvage, Puis le monde a fini par croire que c'était pas bon. Fait que c'est la faute à Danny. C'est beaucoup la faute C'est à Danny. très Fait que là, le drôle. monde a embarqué dans le wagon parce que c'était une des seules façons d'attaquer Guy, qui n'est pas un acteur, on s'entend, c'est pas l'acteur le plus extraordinaire. Il y a une couple de scènes dans Camping qui sont un peu bancales, mais le film en tant que tel, il est pas pire. Puis je l'ai revu il y a pas longtemps. Entre autres, la gang de motards, les wannabes, c'est des personnages extraordinaires. Et les dialogues sont débiles. Bon. Cela dit, c'est pas un chef-d'œuvre. La visite du camping au début où t'as le quartier chinois puis t'as le quartier italien puis ça c'est drôle. Ça, c'est drôle. C'est ça. Il y a plein de trucs drôles. film Et drôle. aussi, c'est important de le mentionner, on te voit à un moment donné avec un speedo très, très moulant. Yes, que je ne pourrais plus... Ben, oui, je pourrais encore porter le speedo, mais j'aurais plus l'air de la même affaire. On a eu un fun noir à faire ce film-là. T'as pas le droit de dire ça, un fun noir. Je vais juste te le dire, on est en Non, 2021. Normand Brathwaite a là. animé une émission qui s'appelait Fun Noir, c'est Ouais. une référence. Fait que j'ai le droit. Donc, c'est ça, on a eu un plaisir blanc. Ça se dit pas non plus, Gab. Ben, on a eu bien du fun à faire ce film-là. Un plaisir non-binaire. Il est pas si pire que ça, honnêtement, mais c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une comédie. C'est une comédie d'été. Ta chirurgienne. Ah, écoute, il faut juste que je te raconte ça parce que, Terminant. tu sais, Premièrement, t'es une chirurgienne? non, c'est pas moi, mais j'ai interviewé récemment à Cube Radio une chirurgienne absolument extraordinaire. Elle mesure 5 pieds 2. Ah, oui! Ah, ben une femme extraordinaire. Oui. Et elle est la seule chirurgienne orthopédique Oui. au Canada Oui. à faire une chirurgie où elle insère une Yes. tige dans les jambes des hommes et ils doivent tous les jours tourner une vis et au bout de 3 mois, ils ont gagné 3 centimètres. Est-ce que, et puis ça coûte 90 000 $. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font cette chirurgie-là pour leur ego? Parce qu'elle me disait psychologiquement, Ouais. les hommes ont beaucoup de difficultés à être petits. Moi, j'ai un parcours un peu différent à cause de ce que j'ai fait dans la vie. C'est que moi, je me suis servi de mon physique. Tu sais, je passais à piment fort, je faisais des jokes de petits avant que les autres les fassent. Pour moi, j'ai pas souffert d'être petit, à part quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, adolescent, oui. Mais je me souviens, après les spectacles, il y a des gens qui venaient nous jaser, tout ça, et il y a du monde qui venait, tu sais, quelqu'un, là, un monsieur de 40 ans, qui est plus petit que moi, puis qui a un peu les larmes aux yeux, puis dit « Hey, c'est pas facile, hein? Moi... » Puis tu dis, lui, là, il rentre à la shop tous les matins, puis il se fait écœurer toute la journée parce qu'il est plus petit que tout le monde, il se fait appeler, whatever, puis il vit ça difficilement. Moi, on m'avait offert, mon ami Jacques Chevalier, qui est un de mes très, très bons Jacques amis, Chevalier Longueuil. Ouais. avait quelqu'un dans sa parenté qui travaillait... Il n'était pas généticien, mais en tout cas, c'est un médecin très, très, très spécialisé qui travaillait avec des hormones de croissance. Là, on parle des années 70. À un moment donné, Jacques avait organisé un souper avec ce gars-là pour me rendre service, parce que ce gars-là avait développé effectivement une technique avec des hormones de croissance et il me proposait de participer à ça. Regarde, on va te le faire gratis. Là. Puis j'avais refusé. J'avais refusé. Et puis comme, je
Tu sais, j'ai moins de cheveux, je me ferais pas greffer des cheveux. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui... Moi, la chirurgie esthétique, je comprends pas. Tu sais, je comprends pas ça. Dans mon esprit, tu sais, je suis venu au monde dans le corps que j'ai là, qui est pas le corps le plus extraordinaire pour bien des affaires. Je peux pas jouer au basket, tu sais. Mais tu as joué un professeur d'éducation physique dans Virginie, par contre. Qui était champion de saut en hauteur, tu vois. Ça c'est Fabienne Larouche en liberté, là. Ah, écoute, c'est trop génial. T'as compensé par une personnalité expansive? Ben, c'est qu'à un moment donné, à cause de ce que j'ai fait, tu sais, je suis connu, j'ai une notoriété. Les gens me traitent pas de la même façon. Moi, je le vois quand je voyage. Ah oui. Quand je suis à les gens savent pas que t'es connu. Quand je suis à l'étranger. Le regard est différent. Le regard est très, très, très différent. La façon de me traiter est très, très, très différente. À l'étranger, quelqu'un se gênera pas pour essayer de passer devant moi dans une file en me tassant. Ah, ça arrive très souvent. Si je vais, exemple, dans un club med, ça, le nombre de fois que j'ai testé ça. Tu sais, t'es au bar, là, t'as les serveurs qui font les drinks. Là, tu t'installes au bar. Ils te voient pas. Ils me voient pas. Mon truc, ben, tu sais, on est sur un tabouret, là. Ouais. Check bien mon truc. Je mets mon pied ici. Et là, je fais ça. Et je vais être servi tout de suite. Je me monte. Tu te grandis. Je me grandis de 4-5 pouces. Je vais être servi immédiatement. Ben écoute, moi, je te le dis, ça a été un plaisir de te servir du vin blanc. Puis écoute, pendant tout le temps de l'entrevue, les gens le voient pas parce qu'on est à la radio, évidemment. Il y a eu des petites mouches à fruits tout le long, mais t'as été très blood, t'as été très gentil, t'as fait semblant que ça n'existait pas. Qui est mort dans mon verre. Mais ça, c'est bien parce que les gens qui vous écoutent vont maintenant savoir que vous mangez des fruits. Non, on les mange pas, c'est pour ça la Ils pourrissent! La porte est pourrie. Vous avez écouté l'apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon-La France. Une production Cube Radio.